Eh bien, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver après quelques conférences. Alors, j'ai choisi ce sujet-là parce que j'y connaissais pas grand-chose. Et puis, je suis tombé sur des documents importants qui nous racontaient des exploits qu'ont pu faire les chiens dans le secteur qui m'intéresse, c'est-à-dire la vallée de la Plaine, le secteur du Rabodeau, et en particulier des ravines. Donc, je me suis mis à creuser. Et j'ai eu la chance d'être hospitalisé, ce qui m'a permis d'avoir le calme absolu pour pouvoir travailler, c'était très bien. Alors je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai pu en tirer. Voilà. Alors il est assez difficile de trouver des renseignements complets. On a des petits bouts. Sur Internet, on a énormément de choses, mais c'est toujours très partial. Et puis, comme ils ne citent pas l'origine, les sources, c'est un petit peu embêtant, parce que quand on veut être un peu sérieux, il faut savoir dire « c'est là que je l'ai trouvé ». Voilà, donc, voici quelques noms de chiens, on en parlera rapidement. Il y en aurait beaucoup dont on aurait des choses à dire, mais on a trouvé des témoignages et des informations là-dessus. Alors, ce sont des chiens français. Je me suis cantonné à la partie française de l'histoire de ces chiens de guerre. On frôlera de temps en temps des informations sur d'autres nations, mais il y a déjà largement de quoi faire. Donc voici la liste des sources. C'est-à-dire que si quelqu'un veut savoir où j'ai trouvé tout ça, c'est pas difficile, je vous communiquerai très volontiers la liste de ces sources. La plus importante, la première, c'est Monsieur Ménien, qui a publié un très beau bouquin en 1919. C'est vraiment un très beau bouquin, et il sait de quoi il parle. Il a été, pendant une bonne partie de la Grande Guerre, il a été au chenil de la 7e armée. Et alors, la 7e armée, c'est celle qui couvre le secteur des Vosges jusqu'à la Chaplotte. La 8e commençant après. Donc c'est un ouvrage très intéressant. Il sait de quoi il parle. Je vous le présenterai dans quelques minutes. Voici Paul Ménien. Voilà, il est en train de parler avec un de ses chiens, qui est un chien d'attaque et de recherche, qui s'appelait Faro. Alors ce chien était prêté par un monsieur d'Asnières, comme les gens, quand la guerre a commencé, pouvaient prêter leurs chiens. Donc on a beaucoup de chiens qui proviennent de familles qui les ont en quelque part portés volontaires, et ces chiens devaient être restitués à leurs propriétaires à la fin de la guerre, pour ceux qui ont survécu. Alors, Paul Ménien, c'est un cynophile passionné. Il aime les chiens, c'était vraiment son histoire. Il était journaliste de presse dans les journaux qui parlent des chiens, et il était même directeur d'une publication. En fait, lui n'est pas allé dans les tranchées, il était dégagé des obligations militaires, il était à cette époque trop âgé. Mais on verra qu'il s'est engagé volontairement pour la durée de la guerre, à condition que ce soit pour s'occuper des chiens. Alors, il était directeur donc, du chenil de la 7e armée, et puis il a tellement bien réussi qu'on lui a demandé de monter au ministère, et il est devenu adjoint au service des chiens au cabinet du ministre de la Guerre. Alors, pour bien se situer entre l'administration civile, c'est-à-dire le gouvernement, et d'autre part le quartier général de l'armée, les rapports ne sont pas très simples. Petit exemple qui n'a rien à voir avec les chiens, le service de santé militaire a été une catastrophe pendant les 2 premières années de guerre. Pourquoi ? Parce qu'on estimait que tout ce service de santé n'avait pas grand-chose à voir avec les opérations militaires. Le résultat, c'est que d'un côté, leurs idées, la façon dont ils concevaient le secours aux blessés a été une faillite, l'organisation a été complètement débordée, et il a fallu qu'arrive au ministère de la Guerre
cette fois-ci donc du côté gouvernemental, d'un civil. Et c'est un civil qui a réorganisé l'ensemble du service des blessés. Donc on se retrouve avec une situation qui est un petit peu similaire pour les chiens. L'armée ne veut pas en entendre parler. En tout cas, l'état-major, ce n'est pas son souci. Alors, avant 1914, à partir, en gros, de la deuxième moitié du XIXe siècle, on va s'intéresser énormément aux chiens. Ils vont se créer une quantité d'associations de propriétaires. Des nouvelles races vont être définies, on le verra tout à l'heure. Et on commence à penser, dans différents pays, sauf la France, à l'utilisation militaire des chiens de guerre. Alors le projet va surtout déboucher en Allemagne, en Autriche, en Belgique et en Bulgarie. Donc les idées sont en train d'avancer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un chien sur un champ de bataille? En France, les généraux ne veulent pas tellement en entendre parler. Le général Sarrail, qui est directeur de l'infanterie, veut absolument pas entendre parler de chien, il ne voit pas du tout ce qu'on peut en faire. Hein? Et puis, d'autre part, quand on propose une information, un projet à l'armée, ça passe par les bureaux de l'état-major. Et les bureaux de l'état-major ne prêtent pas attention à tout ce qui ne vient pas de leur propre service. Donc les projets qui arrivent de l'extérieur sont souvent maltraités ou pas transmis du tout. Par exemple, juste au moment où la guerre commence, eh bien, une association de propriétaires propose à l'armée 20 chiens totalement dressés, parfaitement prêts à être opérationnels. Et ils l'envoient par courrier et demandent la possibilité d'en faire don, donc sans aucun frais à l'armée, et ils n'ont jamais reçu de réponse. Alors, il y avait un article du service intérieur, c'est-à-dire la façon dont on habite dans les casernes et ce qui s'y passe, qui interdisait formellement la présence de chiens dans les casernes, dans les camps, etc. Ça n'avait jamais empêché les chiens d'aller là où ils voulaient. Et dans toutes les casernes et dans tous ces coins-là, on trouvait toujours des chiens errants, ou en tout cas des chiens qui trouvaient bien d'être dans les casernes. Les soldats ne les chassaient pas, ils leur filaient toujours un petit peu à manger. Ils avaient une compagnie parce que le service militaire, c'était pas toujours marrant à ces époques-là, sur des durées en 1914, le service est quand même de 3 ans. Et c'est des gens qui trouvaient le ton long, et avoir de temps en temps à caresser un chien ou à leur apprendre des tours, ça leur faisait quand même grand plaisir. Donc sur toutes les casernes, on trouve des chiens partout, même si c'est formellement interdit. Les officiers sont d'ailleurs de très mauvais exemples pour suivre le règlement. Alors, on considérait ces animaux-là comme des bouches à nourrir, et qu'il n'était pas question que ça coûte quoi que ce soit au niveau de l'administration militaire. Par contre, il était impossible d'empêcher les chiens de suivre les troupes quand elles marchaient, quand il y avait ce qu'on appelle les grandes manœuvres et compagnie, les chiens étaient là au milieu, et donc côtoyaient déjà les soldats depuis longtemps. Pour les officiers, c'était des amusements. On aimait bien avoir son petit chien, on lui apprenait des tours. Donc la présence des chiens existait déjà, mais officiellement, et l'intérêt de l'armée n'était pas là du tout. Sauf un général, à l'époque il était général, c'est Lyautey. Lyautey en Afrique du Nord, avait quelques difficultés avec des tribus qui n'appréciaient pas beaucoup la présence française, donc menait la guerre à ces révoltés, à ces gens, et il utilisait énormément de chiens, de façon tout à fait parallèle. Il ne s'intéressait pas trop à ce qu'il faisait, mais lui demandait régulièrement qu'on lui envoie des chiens. Et il a été le premier utilisateur sans que ça soit reconnu comme étant quelque chose de sérieux et de futur. Alors, voilà typiquement, ici il s'agit d'officiers de dragon. Eh bien, le petit chien qui fait ses tours, ça fait partie du folklore. Et ces chiens, bien que normalement on n'aurait pas dû être là, ils étaient bien dans les casernes. Alors les chiens ont toujours été des compagnons.
On n'en parlera pas puisqu'on n'est pas directement dans les chiens de guerre, mais là, vous avez un certain nombre de photos. Celui du milieu en haut, c'est un soldat anglais. À droite, un soldat allemand. Celui qui est penché sur son chien, c'est quelqu'un de très célèbre, c'est le Baron Rouge. C'est Manfred von Richthofen, qui avait un chien, un très beau chien, qui s'appelait Moritz. Et puis en bas à droite, je vous laisserai deviner qui c'est. On verra plus tard, on en parlera à la fin de notre petit parcours. Voilà, donc pour celui qui sont un peu isolés, avoir la compagnie d'un animal, c'est toujours important. On sait que des soldats avaient adopté, par exemple, une chouette, des chats, enfin un petit peu tout ce qui faisait compagnon pendant des périodes difficiles. Alors les prémices de cette histoire des chiens de guerre, la première fois où on en parle en France, c'est en 1864, donc c'est à la fin du Grand Empire. C'est une conférence qui est faite sur les chiens de guerre. Alors on essaye d'attirer l'attention de l'état-major, ça n'a pas donné grand-chose. Plus tard, en 87, c'est le lieutenant Juppin, 32e régiment d'infanterie, qui publie un bouquin intéressant, c'est « Les chiens militaires dans l'armée française ». Il parle d'un sujet qui n'existe pas, mais qui pourrait exister. Et puis, il a quand même un certain nombre de retours, souvent par des officiers qui sont des amoureux des chiens, et il va repiquer au truc, puisqu'il va publier un autre document en 1890. En 88, ce brave homme utilise ses chiens personnels pendant les manœuvres. Et il démontre l'intérêt des chiens, qui est souligné par pas mal d'officiers, mais qui pour autant ne va pas faire avancer les affaires. Donc il y a pas mal d'officiers cynophiles, et en particulier, ils utilisent, on va les retrouver dans les campagnes étrangères, les campagnes coloniales. Le suivant, c'est le capitaine Laute, 67e régiment d'infanterie, qui dresse sa chienne à Ramonette et qui l'amène aux manœuvres de 1909. Pour relier deux unités, ce brave chien va faire 2 km en 10 minutes, ce qui était impossible pour un coureur, c'est-à-dire un soldat qui allait porter des messages d'un bout à l'autre. Il en faudra beaucoup plus que ça se réveille un petit peu, et en août 14, il a créé un chenil et il fournit 20 chiens et 6 maîtres chiens. C'est la seule dotation de l'armée française. On comparera avec ce que l'armée allemande a fait avec les chiens. Et puis une autre opération très intéressante, c'est que Toul était une place forte où il y avait énormément de stockage de matériel, d'équipement, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait aussi des stocks de munitions et autres. Et il y avait quelques difficultés parce que les civils allaient de temps en temps un petit peu se servir dans le matériel militaire. Et patrouiller en permanence, ça coûtait beaucoup d'hommes et d'énergie. Et puis ils se disent qu'après tout, on va parquer des chiens. Donc vous avez des chiens qui sont libres dans les installations. Et puis d'autre part, on va utiliser pour les patrouilles qui de temps en temps font le tour des locaux des chiens. Et comme par hasard, les larcins, les vols et les pénétrations dans les sites militaires vont quasiment disparaître. Donc ça va quand même attirer l'attention parce que c'était une opération pilote. En Allemagne, l'intérêt pour les chiens militaires va être beaucoup, beaucoup plus intéressant. En 1884, le premier centre école de dressage des chiens militaires s'installe à Berlin, à côté de Berlin. Donc c'était la première grande marque d'intérêt. 2 ans après, des chiens dressés sont affectés à chaque bataillon de chasseurs. Donc ils sont déjà dans les unités. En 89, va se créer une association
qui s'appelle Verein für Deutsche Schäferhunde, c'est-à-dire le rassemblement des amateurs de chiens de berger. Et cette organisation va prendre une grande importance, puisque à sa tête, M. von Stepanitz, que vous voyez sur la droite, eh bien, cet homme-là va tenir les comptes et il va présenter en 1914 à l'état-major la liste de 4000 chiens qui sont dressés conformes aux besoins militaires et qui vont représenter la réserve. C'est-à-dire que non seulement l'armée va investir dans des chiens en grand nombre, mais en plus, elle a 4000 chiens de réserve. Nous en avions 20 et 6 dresseurs. En 1914, l'Allemagne dispose dans les unités de 6000 chiens, plus les 4000 en réserve. L'Allemagne était tout à fait bien équipée, était au point. La photo que vous voyez à côté, c'est une photo de chez nous. C'est à Larmont, au niveau du pont qui passe, qui est juste derrière. La maison que vous voyez en arrière, c'est Bionville. Alors la maison, cette photo n'est pas très nette, mais le pignon de la maison, il y a un panneau dessus, c'est marqué « à vendre ». Si vous vous baladez encore dans le coin, vous verrez toujours la trace de ce fameux panneau. Donc voici ces chiens d'une compagnie cynophile de l'armée allemande. Et ces soldats appartiennent au 70e régiment d'infanterie de réserve, celui qui va se battre très longtemps sur la Chaplotte. Alors, les Allemands vont créer, et puis entraîner, préparer, des compagnies de chiens sanitaires. Alors, l'idée est simple, c'est de se dire que des soldats, des blessés, vont se retrouver perdus sur le champ de bataille, abandonnés, parce que les brancardiers ne les verront pas ou ne savent pas où ils sont. Ils peuvent être dans des buissons, ils peuvent être dans des ravins. Et donc, utiliser les chiens à cause de leur flair pouvait être une chose importante. C'est d'amener des brancardiers pour retrouver les blessés perdus qui étaient incapables de se déplacer. Donc vous avez ici un soldat de la Landwehr, c'est-à-dire des réservistes plus âgés, avec son chien. Voilà typiquement le soldat qui va chercher sur le champ de bataille avec une longe. Le chien n'est pas lâché librement sur le terrain. Alors, on utilise comme type de chien dans l'armée allemande des bergers allemands qui auraient fait hurler celui dont on parlait tout à l'heure, parce que pour lui, ces chiens sont des bergers alsaciens. Donc, il n'est pas question du tout qu'on parle de berger allemand. Vous ne vous rendez pas compte, un chien Bosch, ce n'était pas pensable à l'époque. Voilà, berger allemand, des Dobermann, Airedale Terrier, et plus rarement Rottweiler ou Boxer. Les Allemands vont manquer de chiens assez rapidement, et donc dans les pays occupés, dans les départements occupés, en particulier dans le nord, mais aussi dans l'est, eh bien, ils vont réquisitionner tous les chiens et ils vont sélectionner ceux qui peuvent les intéresser par rapport à leur carrure, leur capacité, etc. Et ils vont rapidement demander que tous les autres soient massacrés parce que c'était des bouches à nourrir inutiles. Ce qui explique aussi, c'est qu'après la guerre, la France réclame, au titre des réparations de guerre, un dédommagement pour la perte de 26 000 chiens, donc récupérés au profit de l'armée allemande. Alors voici typiquement l'image du chien sanitaire. Lui, il est en train de ramasser un casque à pointe dans la Légion, dans l'histoire, dans ce qu'on raconte. Il va retourner dans son coin en amenant le casque pour faire revenir des brancardiers. Dans l'armée française, on disait que c'était un képi qu'il fallait ramener pour attirer l'attention. Alors ça marche pas bien. Ça marche pas bien pour plein de raisons. Avant-guerre se crée la Société nationale du chien sanitaire. C'est un grand engouement. Alors tout le monde voyait ce chien merveilleux qui allait sauver des blessés. On en faisait des tartines. Il y a des articles dans pas mal de journaux, il y avait beaucoup de photos, il y avait des gens qui venaient apporter leurs chiens,
même quand ils avaient ni la taille ni la capacité, c'était un afflux considérable. Pendant la guerre de mouvement, il est sûr que ces chiens ont pu rendre un certain nombre de services. Pourquoi? Parce que les combats se déplacent sur le champ de bataille. Parce qu'il y a des gens qui tombent, qui sont blessés ou sont morts, qui sont dispersés complètement dans la nature. Or, les brancardiers ne sont pas très nombreux et ils ont beaucoup de travail pour faire le boulot et porter aide à tous ces blessés. Ceux qui ne sont pas en état de marcher, qui sont effondrés dans les coins. Et donc, c'était la grande idée. Le problème, c'est que la guerre va commencer à changer de forme, puisque fin septembre, début octobre, on n'est plus sur une guerre de mouvement, on est sur une guerre de tranchées. C'est-à-dire que les lignes s'arrêtent, il n'y a plus de mouvement de troupes en surface, tout le monde est dans la boue, dans la gadoue et au fin fond de sa tranchée, et les mouvements du front sont beaucoup plus rares, et en tout cas sur des distances tout à fait différentes de ce qu'a été les premiers mois de la guerre. Donc le chien va perdre son intérêt par rapport à cette partie-là. Alors cette propagande intense va être soutenue par la presse, etc. Et puis on va créer un chenil pour entraîner les chiens. Le problème, c'est que très peu sont passés par là et donc n'ont pas été très mal formés. Et partout règne l'improvisation, puisque l'armée s'en est pas vraiment occupée. Ce sont des civils qui ont bricolé un petit peu tout ce qu'ils pouvaient. Le résultat de cette affaire est assez clair. Ordre du grand quartier général, septembre 1915, suppression du service des chiens sanitaires. On pense que ça ne sert à rien, que d'autre part, ça va utiliser des soldats dont on a besoin ailleurs. On veut arrêter l'expérience. Problème aussi, c'est que le chien sanitaire ne dépendait pas de l'armée, mais il dépendait des services sanitaires du ministère de la Santé. Et on retrouve cette tension toujours entre l'armée et les civils. Alors, les soldats qui s'occupaient des chiens sanitaires, c'était des gens qui considéraient que c'était une bonne planque. Ils n'y connaissaient pas grand-chose, ils étaient volontaires, on leur refilait un chien, l'efficacité était quasiment nulle. Alors, beaucoup d'efforts, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'argent donné, d'argent civil. L'armée n'a pas bien sous là-dedans. Manque de dresseurs compétents, manque de sélection des chiens, manque d'entraînement ensuite dans les GBD, c'est-à-dire groupes de brancardiers divisionnaires. 99% de ces chiens sont abandonnés. Ils se transforment en chiens de régiment, c'est-à-dire en mascotte, ou alors sont lâchés dans la nature. Donc les chiens sanitaires, ça n'a pas été une grande réussite. Voilà ces chiens sanitaires, voici ces brancardiers qui ne portent pas la Croix-Rouge au bras, parce qu'ils ne sont pas sur le front. Ils ne sont pas armés, comme tous les gens qui relèvent des services sanitaires n'ont pas droit au port d'armes. Voilà. Donc l'image du chien français, là il ramène son casque tout content, il va attirer les brancardiers. Donc le recours aux dresseurs amateurs n'a pas du tout été satisfaisant. Hein. Les chiens donc ne servent qu'à l'amusement. Par contre, on avait formé quand même 12 chiens, bergers d'Alsace, pour pas dire bergers allemands, bergers d'Alsace, belges et Doberman, et ils ont été répartis en 2 régiments. 12 chiens sur 2 régiments, on voit que la couverture du terrain n'est pas extraordinaire. Mais on va créer un chenil des chiens sanitaires qui se trouvaient dans un premier temps à Fontainebleau, avant qu'ils se retrouvent à Châlons. Les chiens avaient été mal préparés, et donc, encore une fois, ça explique cette décision. Alors, pourtant, et là vous ne pouvez pas le lire, donc je vais vous le lire, pourtant, voici 2 témoignages qui sont quand même tout à fait intéressants. Un lieutenant du 4e génie, le 3 janvier 1915. Dans les Vosges, dans les premiers jours de septembre, les Allemands, alors septembre 14, les Allemands attaquent très vigoureusement au nord de Rambervillers,
dans les bois de Raville-aux-Chênes, bien sûr, Roville. Nos contre-attaques nous coûtaient des pertes extrêmement sérieuses. Il y avait tous les jours des centaines de blessés et de morts. Les ambulanciers ne pouvaient relever les blessés que la nuit. Et il est certain que s'ils n'avaient pas eu de chiens pour les aider, en trop petit nombre malheureusement, ils auraient oublié beaucoup plus de monde qu'ils ne l'ont fait. Lorsque nous reprendrons l'offensive, nous aurons certainement besoin de ces précieux auxiliaires. Et puis un témoignage d'un soldat du Mans, du 2 novembre 1915. Atteint d'un éclat d'obus au bras, d'une balle dans la mâchoire, d'un coup de sabre qui m'avait décollé le cuir chevelu, j'étais en demi enfoui sous les cadavres de plusieurs camarades. Quand je sentis une caresse sur mon front, c'était un bon chien sanitaire qui me léchait la figure. Je parvins à me soulever un peu malgré mes vives souffrances. Je savais que les chiens sont dressés pour rapporter au campement les képis des blessés, mais le mien était perdu. Le brave chien hésitait. « Va, lui dis-je, va mon toutou, va chercher les camarades. » Il me comprit, fit la ventre à terre, et de retour au campement se démena si bien, aboyant, tirant celui-là par la capote, qu'il attira l'attention de 2 braves brancardiers. Ceux-ci le suivirent et se menèrent jusqu'à moi. J'étais sauvé. Donc, même si le chien sanitaire a été preuve d'une désorganisation, il a quand même rendu quelques services. Voilà ce qu'on peut en dire. Et puis, on s'est dit qu'après tout, pourquoi les chiens, c'est pas uniquement sanitaires qui peuvent intéresser l'armée. Alors, une nouvelle organisation va se mettre en place et on va commencer à essayer de remettre de l'ordre dans cette pagaille mi-civile, partiellement militaire, et on va essayer de faire quelque chose qui tienne la route. La lourdeur bureaucratique de l'armée va continuer à peser très lourd. Alors c'est Maignan, celui dont je vous ai présenté tout à l'heure son parcours, qui, le 30 mai 1915, crée un chenil central pour la sélection des chiens. Qu'on arrête de leur envoyer tout et n'importe quoi, il faut qu'on sélectionne des chiens qui peuvent être utiles. Alors il fait créer, on le reverra après, un livret matricule. Chaque chien a une identité militaire. C'est plus simplement le toutou. On va voir que c'est beaucoup plus organisé que ça. Maignan s'engage pour la durée de la guerre si on suit ses préconisations. Il a l'accord du général Mauduit le 1er juillet 1915 et donc Maignan est affecté comme engagé volontaire au 11e bataillon de chasseurs alpins. Un noyau de dresseurs est créé à Annecy et ça va être le moteur de tout ce qui va se passer ensuite. Alors, il va faire créer des chenils. Chaque chenil a 15 dresseurs et 60 chiens pour un premier dressage. Donc le chien a été sélectionné, on verrait qu'il y a d'autres parcours, et puis il va falloir maintenant former les chiens. Bonne sélection des chiens, bon dressage, sélection précise des maîtres qui sont choisis parmi des soldats, qui sont gardes-chasse, bergers, chasseurs ou braconniers. Et pour ces soldats qui vont s'occuper des chiens, un stage de formation est obligatoire. Pendant 6 jours, 8 jours, ils vont faire connaissance des chiens dont ils auront à s'occuper. Alors, le chenil de Toul, qui était celui où on utilisait les chiens pour éviter les vols dans les arsenaux, devient chenil du DAL, ce qui veut dire détachement d'armée de Lorraine, qui va encore changer de nom pour s'appeler 8e armée, au moment où on réorganise complètement les différents groupes d'armées. Et puis, il y a une demande qui arrive d'un chenil à Rosbrugg, dans le Nord, pour le Nord et la Belgique. Donc, la sauce est en train de prendre. Donc, c'est en 1917 seulement, après plus de 2 ans perdus, que l'organisation des chiens de guerre va commencer à bien produire.
on crée un chenil dans quasiment toutes les armées. Et puis, dans certains endroits, ce sont des demandes au niveau des divisions, donc l'échelon en dessous. La lutte, il y a toujours une lutte avec le ministère, mais elle s'est relativement calmée. Et puis, on va remettre de l'ordre dans les 3 sociétés qui ont été agréées par le ministère, parce que là, ça ne tournait pas tout à fait comme prévu. En mars 17, suite à l'intervention de la commission sénatoriale qui est allée voir comment ça se passait sur le terrain et qui était très négative dans ses conclusions, eh bien, on va rattacher le service des chiens de guerre au premier bureau de la direction de l'infanterie, au cabinet du ministère de la guerre. Donc, il ne dépendra plus de l'armée, mais il dépendra du ministère de la guerre. Et celui qui va permettre ça, eh bien, on retrouve Lyotet, qui continue à défendre l'importance des chiens de guerre. Et puis, on va faire un grand coup de balai. Tous les types qui connaissaient rien aux chiens et qui étaient là-dedans sont virés. On va faire passer des examens, on va contrôler, on va vérifier. Et puis, on va même supprimer certains chenils qui rimaient à rien du tout. Donc, voilà. On crée 5 chenils de recrutement qui sont civils. Alors, à Marseille, Bordeaux, Le Mans, Orléans, Caen, Lyon, Épinal, etc., puisqu'on va en créer d'autres. Ils ont pour fonction de sélectionner les chiens, des critères de taille, etc., et de force. Les chiens sont envoyés au chenil dépôt, qui se trouve au jardin d'acclimatation à Paris. Là, ils passent une période de quarantaine. Il n'est pas question d'introduire des chiens malades. On craint toujours la rage. Il y aura peu de cas détectés, mais on s'en méfie. Contrôle sanitaire du chien, qui sont lavés, qui sont épucés, etc., etc. Et puis, les soins sont assurés par une association anglaise, qui est l'équivalent de la Croix-Rouge, et la Blue Cross, la Croix bleue. Une fois que ces chiens sont quelque part reconnus et validés, eh bien ensuite, ils sont envoyés au chenil de l'intérieur, où là, on va commencer à travailler le dressage. Alors, c'est aussi une organisation civile, avec des directeurs qui sont civils, et d'autre part, personne n'est salarié. Ce sont des bénévoles. Alors, l'armée va quand même fournir à chaque chenil, va mettre 5 militaires, dont un brigadier, du service auxiliaire, c'est-à-dire des gens qui sont inaptes au combat. On va encore une fois pas affaiblir les troupes. Et le chenil central militaire est installé au camp de Satory avec 500 chiens. Ensuite, on les envoie à ces fameux chenils d'armée ou chenils de division, cette fois-ci pour les adapter très précisément à ce qu'ils ont à faire, à quel endroit ils sont, à la géographie, au climat, et on va les faire rencontrer leur maître. Alors, le service des chiens de guerre au ministère va garder la haute main sur toute l'organisation et va surveiller absolument tout ce qui se passe. Elle envoie des inspecteurs. Il n'est plus question que ce soit la dérive qu'il y avait pu avoir avant. Et puis, elle va créer des hôpitaux pour les chiens. Les services vétérinaires vont être formés et on créera même des laboratoires pour justement étudier les maladies du chien. En plus, tous les personnels militaires sont rattachés à une seule unité, au lieu de dépendre d'une quantité d'unités différentes, et c'est complètement centralisé. C'est la 50e compagnie du 19e escadron du train. Il existe toujours en France une unité cynophile de l'armée, c'est celle-là, c'est sa descendance. Alors, l'entraînement de base, on rentrera dans le détail. Vous voyez sur l'image de gauche, parmi les premières choses qu'on apprend aux chiens, c'est coucher, assis, etc., sur des commandements qui se font à la fois à la voix, mais aussi à la main. C'est-à-dire qu'on donne des ordres dans le silence. On va voir que c'est extrêmement important. Donc, il faut apprendre à ces chiens à rester assis, à se coucher, à se déplacer,
et vous avez chaque fois un dresseur par chien. De l'autre côté, sur l'autre image, c'est aussi quelque chose d'important. Il faut que le chien reste à l'endroit où on l'a dit de rester. C'est-à-dire que le dresseur va pouvoir partir et le chien ne doit pas bouger de la position qu'il avait. Donc c'est important aussi. Ici, c'est un autre chenil, c'est un chenil militaire, 36e corps d'armée. Dressage à l'immobilité des chiens auxiliaires de sentinelle. Le chien ne doit pas divaguer partout, il doit être là où on lui demande d'être. Maintenant, il va partir sur le front. Donc il faut l'habituer aux détonations. Donc ici, corps militaire de Satory, là sont encore les assouplissements, mais à côté, on va les faire rester à côté d'une mitrailleuse. Les différents soldats autour vont tirer au fusil, à la carabine, etc., pour habituer les chiens au bruit du combat. Évidemment, ça sera chaque fois une sélection. Il y a des chiens qui ne supporteront pas et ils ne seront pas gardés. Alors, on va les dresser aussi comme chiens d'attaque. Il y en a très peu. On n'utilise pas les chiens pour aller attaquer l'ennemi. Ce sont des chiens de patrouille qui sont particulièrement formés en plus de leur capacité à patrouiller pour défendre leur maître en cas de besoin. Il s'est passé une fois, j'ai trouvé une seule fois, et jamais répété, qu'un chien a rencontré un soldat allemand. Il a mordu très vigoureusement à la cuisse, et ce chien a fait le premier prisonnier. Parfait d'un chien, ça ne s'est pas reproduit. En tout cas, j'en ai pas retrouvé la trace. Par contre, d'après ce que disait le soldat, il va garder jusqu'à la fin de sa vie la marque des crocs de l'animal. On leur apprend à sauter les barbelés, on leur apprend à franchir des obstacles. Il y a là tout un entraînement qui est important. Alors, à quoi vont servir les chiens maintenant? C'est bien beau. Eh bien, on va le revoir dans le détail. Simplement, je vous donne les grands titres. Auxiliaire de sentinelle. Ça, c'est très important. Au début, quand on a fourni des chiens aux différents régiments, ils n'ont pas compris à quoi ça servait. Ils se sont dit, ah, c'est des sentinelles. Donc, il les plantait dans la tranchée et ils s'en occupaient pas. Pas du tout. Le chien ne garde pas tout seul, il doit être accompagné par son maître chien. Donc ça, c'est important. Le chien est à côté du soldat et il va veiller, il va écouter, il va sentir ce qui peut se passer. On en aura quelques exemples tout de suite. Il semble qu'en général, il est en capacité de détecter l'approche d'un ennemi entre 60 et 200 mètres. On connaît un chien qui détectait l'ennemi à plus de 280 mètres. Ensuite, on a les chiens de liaison. Eh bien, ils font un petit peu le même boulot que les oiseaux, en particulier les pigeons. C'est-à-dire qu'on les amène sur le front, et quand on leur donne la consigne, ils retournent à leur point de départ. Donc, ils vont transmettre une information. Et puis, on a ensuite des chiens qui sont plus compétents, qui ont prouvé leur capacité, et on en fait des chiens d'estafette. C'est-à-dire que cette fois-ci, non seulement il fait le parcours dans un sens, mais il le refait dans l'autre. Donc, il va remplacer, en quelque sorte, les lignes téléphoniques quand elles sont défaillantes. On les testait jusqu'à un parcours de 800 mètres, qu'en général, le chien faisait en 3 minutes. Et puis, le chien de patrouille. Alors, le chien de patrouille, c'est celui qui va avec la patrouille, et qui doit éviter les surprises, c'est-à-dire que quand ces soldats sont envoyés en reconnaissance, il faut qu'ils préviennent s'il y a un traquenard, s'il y a des gens autour, donc à la fois l'odeur de l'ennemi, à la fois les bruits. Il est très difficile de ne pas faire de bruit du tout, surtout si on arme son fusil, par exemple, et donc ils assurent la protection des patrouilles. Et puis, plus tard, on verra la possibilité
d'utiliser les chiens comme chiens porteurs. On s'aperçoit très vite que le chien est très robuste et qu'on peut lui mettre des poches sur le dos et il va apporter aux premières lignes ce qu'il faut. Ça peut être de la nourriture quand les soldats sont isolés et qu'ils ne peuvent pas être ravitaillés. Ça peut être des munitions, ça peut être des courriers. Donc ces chiens vont porter sur leur dos un certain nombre de choses. Et à la fin de la guerre, on va essayer de les organiser. On en parlera tout à l'heure. Ça sont les chiens porteurs. Et puis les chiens de trait. L'idée, c'était de les atteler à des petites charrettes. Alors, ça a l'air tout à fait nouveau, mais pas du tout. On connaissait très bien dans les campagnes les chiens qui servaient à ramasser le lait. Ils tiraient les petites charrettes. Hein. On connaît des chiens dans l'armée belge. L'armée belge était équipée de chiens qui tiraient les mitrailleuses sur des petites charrettes. On connaît des chiens qui tractaient, par exemple, des gamelles, etc. Donc les Belges, sur ce côté-là, étaient très en avance. Et puis les chiens de ronde, ou les chiens d'enclos, c'est ce qu'on en a parlé par rapport aux installations de Toul. Et puis bien sûr, mais c'est pas spécialement là, des chiens de guerre, c'était des chiens de pistage, de recherche, des chiens qui aidaient à aller rattraper un déserteur ou essayer de débusquer des espions. Et puis, après-guerre, on trouvera des chiens d'aveugle qui sont d'anciens chiens de guerre qu'on va réutiliser. Alors, quel type de chien on va garder? D'abord, on élimine les chiens de chasse. On va utiliser des races comme berger allemand, beauceron, bas rouge, briard, qui ont la réputation d'être craintifs, bouvier des Flandres, bouvier belge, type Wendell, Tervuren, etc. Berger anglais et collie, dont on se méfie un peu parce que c'était un chien de luxe. En général, ils n'avaient pas trop d'aptitude à travailler. Ceux qui étaient les plus faciles à dresser, eh bien, ils provenaient de la fourrière de Paris. Curieuse histoire, la fourrière, en une année, ramassait presque 20 000 chiens. Ces chiens étaient tous abattus ou asphyxiés. Et donc, quand l'armée a demandé à ce qu'on sélectionne des chiens qui pourraient rejoindre les chenilles, on leur a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a un règlement qui date de 1832. Les chiens qu'on rentre, on les sort plus. Alors, à nouveau, on retrouve le général Lyautey qui pique une grosse colère en disant « Vous voulez pas nous les donner ? Ben, très bien, on les réquisitionne. » Et il récupère 3000 chiens parmi les chiens de la fourrière. Alors on s'est demandé, mais comment ça se fait qu'ils n'aient pas voulu lâcher leurs chiens? Ben, on a trouvé l'astuce. Eh bien, tout simplement parce que l'adjudicataire des chiens, il touchait 45 centimes par cadavre de chien. Ensuite, il revendait à l'intendance militaire des parties de la peau du chien pour faire les languettes des godillots. Et ce brave homme, voilà pourquoi il ne voulait pas du tout que ce chien soit reversé à l'armée, ben, tout simplement parce qu'il faisait son beurre en faisant abattre tous les chiens qu'on trouvait dans les rues. Il a dû l'avoir un petit peu amer parce que ça n'a pas duré longtemps son commerce. Une grosse question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut des mâles ou des femelles? Quel est le chien le plus apte à faire la guerre? Alors, petite demande qui est arrivée au service des chiens, me donner des chiens seulement à l'exclusion de toute chienne. La seule que nous ayons eue a suffi à détraquer complètement notre service. Toutes les fois où elle s'est retrouvée dans une situation intéressante pour ses congénères de l'autre sexe. En fait, on ne peut pas mélanger les chiens et les chiennes. Alors, qu'est-ce que préfèrent
les unités. L'armée anglaise ne prend que des mâles. La 4e armée ne prend que des mâles. La 7e armée ne prend que des femelles. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas une barrière par rapport au sexe des animaux, et simplement les périodes qui peuvent poser problème. Quel dressage? Alors, il y a 2 théories du dressage qui vont s'affronter. Il y a un grand savant, un grand type extrêmement connu, qui appartient et est directeur de l'Institut de psychologie zoologique, qui dit « Le chien, il faut en faire une machine. Il ne faut pas s'attacher au chien. Le chien ne doit pas dépendre de son dresseur. Il doit dépendre simplement de ce qu'on lui a appris par cœur, et c'est tout. Donc il faut remplacer l'homme dans son rapport au chien par des objets. Donc le chien doit aller jusqu'à un petit drapeau. Il sera récompensé s'il va au drapeau. Il doit prendre un objet et le ramener ailleurs. C'est-à-dire que c'est une façon vraiment sans prendre compte du tout, sans prendre compte le dresseur. Donc voilà ce qu'il disait ce brave homme. On comprend dès lors que si pendant la première éducation vous donnez à un sujet des habitudes reliées à des objets et non à une personne, à des objets qui pourront ensuite être présentés par tous les maîtres successifs, vous obtiendrez la complète dépersonnalisation du dressage. Les chiens doivent être des outils à toute fin. L'animal est une machine. Alors pourquoi cette histoire-là et pourquoi ça intéresse l'armée? Tout simplement parce que si les rapports entre le chien et son maître sont très forts, que va-t-il se passer quand le maître va changer d'unité ou va partir en congé, va partir en permission? Donc fallait-il laisser le chien s'attacher ou pas au dresseur? Alors la réponse, elle vient rapidement. Elle vient par le major Richardson, qui est le responsable des chiens de l'armée anglaise. Il est chargé du recrutement, de la préparation des chiens, et voilà ce qu'il nous dit. Chaque chien britannique peut montrer ce qu'il préfère et ce qui lui convient le mieux. Donc il faut que le dresseur s'adapte au chien. Alors Paul Ménien, qu'on a vu au début, affirme « Chaque chien a son individualité propre, dont autant de chiens, autant de modalités de dressage. Il s'agit de construire une relation et de susciter leur collaboration. Ça sous-entend l'existence d'un affectif fort. Donc le dresseur doit aimer ses chiens et doit faire partager avec le chien tout ce qu'ils vont vivre ensemble. Le chien doit avoir entre 1 an et 8 mois, en gros. Voilà. La taille est fixée de préférence à 45 cm ou 60 cm au poitrail. Pas de robe blanche. Les chiens blancs sont trop visibles. Alors, on a besoin de chiens, on a trouvé la solution, comme pour les chevaux. Les chevaux blancs sont peints. Donc, on va peindre les chiens. Alors, dans un premier temps, on va utiliser ce qu'il y a sous la main, c'est du permanganate de potasse, et les chiens vont se retrouver vaguement brunâtres, un peu violets. Apparemment, ça ne les dérange pas beaucoup, sauf que le permanganate, il a quelques soucis, et il a tendance à brûler un petit peu la peau. Alors, on va utiliser un autre produit, là je vais avoir du mal à le prononcer, c'est le paraphénylène de diamine, ordre du QG du 9 octobre 1915. Alors c'est un produit qui existe toujours, c'est ce que les dames peuvent avoir sur les cheveux quand elles vont voir leur coiffeur. C'est encore une substance colorante. Alors que doit savoir faire un chien? On va revoir ce qu'on a vu dans les images. Il doit venir gaiement au moindre appel de son maître. Gaiement. Important, ça veut dire qu'il y a un rapport avec le maître qui est essentiel. Il doit s'asseoir, geste de la main au commandement assis. Il doit se coucher au geste de la main les baissée au commandement couché. Il doit rester en place et attendre. Il ne doit pas être peureux. Il doit être habitué au bruit
tir, explosion, passage de train, claquement de feu. Il faut éviter la correction qui le rend craintif, exploiter la gourmandise. Donc on ne bat pas les chiens. Faire perdre l'habitude d'aboyer, ça c'est extrêmement important bien sûr, et puis suivre au pied et suivre en l'air. Voilà, donc quand les chiens sont prêts, il y a une réception, on lui passe un examen, et puis on va écrire tout ça sur son livret. Il a un livret militaire. Alors qu'est-ce qu'il y a dans son livret? Eh bien, il y a numéro matricule, le nom, l'âge, la race, signalement du chien, en quelques mots, nom du propriétaire ou provenance, et une page d'instruction primaire. Et s'il a passé l'examen, une page de dressage définitif. Donc le chien est à son document, il va le suivre. Il permettra tout à l'heure de vous dire exactement combien de chiens ont été tués pendant la Grande Guerre. Alors, la fonction d'auxiliaire de sentinelle. Vous voyez là, on va compter sur son ouïe et sur tout son odorat. Et une perception qu'on n'avait pas connue, on n'avait pas repéré ça. Il ressent les tremblements du sol quand il est couché. Donc la position couchée du chien, c'est aussi une façon de surveiller ce qui se passe. Quand il entend un bruit ou qu'il suspecte quelque chose, il tourne la tête dans la direction du bruit. C'est-à-dire que non seulement il indique qu'il se passe quelque chose, en plus, il montre cette direction. Il prévient soit par la posture, soit par le mouvement des oreilles, soit par un petit grognement. On lui a interdit, bien sûr, on l'a empêché d'aboyer. Il est capable de découvrir un homme ou une patrouille de 50 à 200 mètres. Un chien qui s'appelait El Tango, berger belge de la baronne de Bondelli, qui a donc fait engager son chien, qu'elle récupérera après la guerre, réagissait à 280 mètres. Or, ce chien sera mal utilisé. Les chiens sont très fatigables, contrairement à ce qu'on peut penser. Surmené, il va tomber malade, et en fin de compte, il sera tué à la fin de la guerre. Un chien est réellement très efficace pendant 2 heures. Il peut se concentrer très fortement pendant 2 heures. Maximum 4 heures, mais il a besoin de repos. Donc les soldats qui ont utilisé les chiens pendant des nuits entières et sans repos ont très rapidement sont aperçus que les chiens n'en pouvaient plus et qu'ils ne servaient plus à rien. Alors Lutz, qui est ce brave Lutz? Dans la nuit du 21 au 22 février 1916, le chien Lutz, matricule 90, empêche un coup de main sur le poste 12 à Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est à côté de Celles-sur-Plaine. C'est une des scieries qui a disparu aujourd'hui, il n'y a plus qu'un tas de rues. Lutz provenait du chenil de la 7e armée. Celui on retrouvait Paul Ménien, qui disait « C'est un gentil petit chien de race Doberman Pinscher, qui était un petit peu craintif et qui paraissait s'effaroucher de tout. En fait, il était impassible sous les bombardements. Le chef de bataillon commandant le groupe a l'honneur de rendre compte que le chien auxiliaire de sentinelle, Lutz, a dans la nuit du 21 au 22 novembre, par grognements successifs, annoncé l'ennemi qui tentait par surprise de s'emparer de nos postes avancés. Lutz a fait la guerre et il a été porté disparu, probablement enterré par un gros obus. Son corps n'a jamais été retrouvé. Voici un chien de sentinelle en alerte, en attente. Paulus est un Doberman, ancien lauréat d'exposition, qui avait été prêté pour la durée de la guerre par son propriétaire. Alors Paul Ménien va recevoir des courriers. Et voici celui d'un soldat qui s'appelle Benson Hubert. 27 avril 1916. Monsieur le directeur, je viens vous faire savoir que le matin du 26 d'avril à 4 heures du matin, le chien Polo m'a signalé une forte patrouille
qui, en train de couper les fils de fer devant le blocos, environ 200 mètres, il a été bien prévenu par geste de la tête, ensuite un grognement, et aussitôt je tirai mon chien dans la tranchée, et la fusillade et les grenades commençaient à tomber. Nous les avons refoulés, ils ont laissé 6 paires de cisailles, des équipements, une casquette pleine de sang. Enfin, monsieur le directeur, c'est pour vous dire que Polo fait très bien son service et le poste en est très content. Des félicitations me sont faites vis-à-vis de Polo et moi j'en suis très content. Monsieur le directeur, recevez mes félicitations. Alors ce type-là, ce soldat Vincent, il appartient au 115e d'infanterie territoriale, qui est une unité qui venait de Marseille. Alors je vous passe en cascade militaire toutes les félicitations qui vont dégringoler. En tout cas, voilà ce fameux Polo. 2 autres, le chien Follette, matricule 428B, blessé très grièvement le 27 août dans la Somme en accomplissant une liaison malgré un violent tir de barrage, est venu mourir au PC du colonel après avoir rempli sa mission. On croirait une citation pour un soldat d'ailleurs, hein. C'est quasiment le même type de... Pastou, matricule 1163B, une compagnie d'infanterie attaquée par des forces très supérieures lors de l'offensive allemande de mars, c'est mars 1918, allait être encerclée. 3 coureurs furent successivement tués. On envoie un soldat porter des infos et ils sont tous morts, les 3. Pastou a mis 11 minutes pour accomplir le parcours de 3 km. 48 hommes ont pu être sauvés. Donc voilà le travail que font ces différents chiens. Voilà ces chiens dans la tranchée. Alors les chiens de liaison, ils emportent un message qui est attaché au collier et ils vont faire le parcours pour apporter des informations. Alors Picard, matricule 1289B, 28 mars 1918, s'est particulièrement distingué pendant un coup de main en accomplissant sous la fusillade et un violent tir de barrage 4 fois le trajet de 8 km. Des chiens qui, sous le bombardement, font le boulot. Le chien Friska, la liaison était rompue entre les lignes et le groupe de 75 du 21e régiment d'artillerie, en PC du groupe à Bilstein et la batterie à Schildmatt. Le chien passe un tuyau, passe un ruisseau, une plaine bombardée, gravit un coteau de plus de 500 mètres pour arriver au PC. Et il donne les coordonnées pour que l'artillerie tire exactement sur l'ennemi à ce moment-là. En particulier, un chien capturé à l'ennemi avait subi un nouveau dressage. Alors l'un qui est passé de l'autre côté. Baptisé von Kluck, au 11e régiment de cuirassiers à pied, dans la Somme en 1917, sous un fond intense, il établit la liaison. Projeté en l'air par une explosion, il effectue le trajet blessé. Il meurt au pied de l'officier qui attendait son message. Donc vous voyez que les chiens ont réellement servi et rendu de grands services. Voilà le départ d'un chien de liaison. Il va transporter un message. Ici, on est chez les Anglais. Voilà un collier. Et l'Anglais est en train de rédiger une note pour ce chien. Les chiens de patrouille. En fait, c'est un chien auxiliaire de sentinelle qui a eu un dressage plus complet pour accompagner les types qui vont aller tâter le terrain pour savoir si la tranchée en face, elle est occupée ou elle a été abandonnée par l'ennemi. Si besoin, il est capable d'attaquer. Il a un entraînement particulièrement long. Les patrouilleurs, eux, sont équipés de pistolets de grenade, rampent sur des distances très importantes et le chien rampe à leur côté. À chaque pause, le chien écoute, toussant son éveil. Le chien peut aussi dérouler un fil téléphonique
Ça a été peu utilisé, mais c'était possible. La bobine étant fixée sur son dos. Certains chiens donc étaient dressés à l'attaque en cas de rencontre. Revoilà ces chiens de patrouille avec les maîtres. Le problème des gaz, c'est que les chiens se trouvent en plein milieu sur le front, et à partir donc de février 1917, avec la première attaque au gaz dans le secteur de Dieppe, eh bien, on va rencontrer un certain nombre de difficultés. Comment protéger les chiens contre les gaz de combat? Alors, il va y avoir de multiples essais. On a même essayé des masques à gaz pour pigeons, qui n'a rien donné du tout, et on va essayer de fournir des masques à gaz aux chiens. Alors, on a un certain nombre de photos et de documents, mais en fin de compte, on s'aperçoit très vite qu'il est impossible d'adapter un masque à gaz classique au chien, qui a besoin de tous ses sens. Le chien sue par la langue, et le fait d'être enfermé va le mettre en situation très difficile, et il risque de s'asphyxier. En plus, le dernier gaz, celui dont on craint l'utilisation, c'est l'hypérite. L'hypérite n'est pas vraiment un gaz, c'est un système de petites gouttelettes qui vont mouiller et empoisonner absolument tout le terrain, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aller faire ses besoins parce qu'on ne peut pas facilement s'essuyer les fesses avec les feuilles des arbres, sinon on se brûle. Donc c'est un gaz qui est épouvantable et il va brûler la peau des chevaux, des mulets et des chiens qui vont être quasiment brûlés vifs. Et on n'a pas de moyen de protection contre ce gaz-là, sauf à être complètement emballé dans du plastique. Par contre, les chiens vont rendre un certain nombre de services. Je vous en citerai un tout à l'heure, qui est un chien particulièrement célèbre. Voici les tentatives. À droite, vous voyez que le maître chien a un masque classique, c'est un M2 de l'armée, et il a tenté de l'adapter au chien. Et le chien le supportera certainement très mal. Et puis on va essayer d'inventer des masques spéciaux pour chiens. Mais on ne peut pas empêcher que le chien doit tirer la langue et il doit pouvoir respirer facilement. Or, pour protéger les poumons, il faut que l'air passe dans des filtres avant d'arriver dans les poumons. Or, le seul fait de pouvoir respirer comme ça, les chiens ne le supportent pas. Donc en fait, contrairement à ce qu'on voit dans des illustrations, les chiens n'ont pas pu être appareillés avec des masques à gaz. Alors les chiens de porteurs et chiens de trait, c'est tout à fait une autre affaire. Sur le front de la 41e division d'infanterie, dont l'état-major est à Saint-Dié, 2 déserteurs allemands, entre parenthèses des Alsaciens, amènent une mitrailleuse de 80 kg, tractée par un chien de type matin belge et 2 autres porteurs de munitions. On découvre que l'armée allemande utilise les chiens pour tracter des mitrailleuses, exactement comme les Belges l'ont fait depuis le début de la guerre. Alors, on va utiliser dans un premier temps tout ce qui tombe sous la main, en particulier pendant les périodes de retraite. On ramasse toutes les carrioles et tout ce qu'on peut, et on va bricoler en utilisant les chiens pris au hasard. En fait, ce sont surtout les Allemands, les Belges et les Italiens qui ont des chiens de trait depuis le début de la guerre. Alors, un chien porte 15 à 20 kg sur 12 à 15 km. C'est très important. À la vitesse de 5 à 7 km/h. On a bien pensé tard à la fin de la guerre, qu'on pouvait alimenter, c'est-à-dire apporter la nourriture aux soldats en première ligne, qui était faite par un cuisinier qui portait la soupe, et souvent les cuisiniers ne revenaient pas. Ils étaient tués sur le parcours. Alors on a imaginé et on a créé des convois de 6 à 8 chiens qui partaient à la queue leu-leu, avec un homme devant, bien sûr,
qui apportaient la nourriture et ils étaient capables de porter entre 85 et 80 kilos de nourriture pour alimenter les troupes. Donc on va réagir encore une fois très tard dans l'armée française et on va créer une section de chiens porteurs et tracteurs. En fin 1918, il y a seulement 2 sections opérationnelles. Donc on n'a quasiment pas utilisé ça dans l'armée française. Donc voilà, sur la gauche, des chiens porteurs avec en bas leur chargement. Soit des obus, soit des grenades, soit des bandes de mitrailleuses. Et sur la droite, en haut, c'est sur le front belge, vous voyez ces chiens porteurs avec les sacs sur le dos. Et en bas, c'est le dressage des chiens porteurs. Voilà un chien porteur dans l'armée allemande qui vient d'apporter le casse-croûte. Voilà un chien porteur, un chien tracteur belge. Il est assez costaud pour porter une mitrailleuse sur sa charrette. Et en voilà 2 qui baladent une petite cuisine mobile. Voilà une roulante tirée par des chiens. Alors, je serai bref là-dessus. Ce sont les fameux chiens de traîneau, les fameux chiens qu'on est allé chercher en Alaska, dit-on. C'est une histoire qui est maintenant bien connue. Un film a été tourné là-dessus. On a pas mal de choses qui se sont mises en route. En fait, on a envoyé aux États-Unis un officier d'infanterie qui s'appelait Mouflet, qui avait été très gravement blessé au début de la guerre. Et il est parti aux États-Unis et au Canada pour acheter des chiens. Donc il a acheté ce qu'il pouvait trouver. Il a acheté 436 chiens, donc qui sont arrivés, 440 et 436 sont arrivés à bon port. Ils ont été utilisés sur le front des Vosges dans 2 sections. Je ne rentre pas dans le détail. Une à la ferme du Tannet, près de la Chourte, l'autre au camp Boussin. Et puis, ils pouvaient comme ça apporter des munitions, du matériel, mais surtout, ils amenaient les officiers de l'état-major pour aller voir comment ça se passait sur le terrain, parce qu'il n'était pas possible d'utiliser d'autres moyens. Alors, quand il n'y a pas de neige, on utilisait des charrettes avec des roues en caoutchouc. Et on peut voir certaines photos où ils tractent sur des voies de 40 des petits wagonnets. La moitié de ces 436 chiens sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Les autres ont été ou rachetés ou se sont lâchés dans la nature, ce qui fait qu'on trouve encore des descendants de ces chiens dans les Vosges. Les voilà. Alors pour des tâches tout à fait classiques, c'est bien sûr des chiens de police, des chiens de garde. C'est très classique. Ce ne sont pas en tant que tels des chiens de guerre. Mais par exemple, en février 1915, le chien Elda démasque un traître au sein du 12e bataillon de chasseurs alpins Jarramé. Il envoyait des messages la nuit. Et c'est le chien qui l'a démasqué. 1916, Faro, un berger de Beauce, et Max, un Doberman Pinscher, démasquent en Haute-Saône un groupe de déserteurs qui vivaient de braconnage et de vol. On l'appelait la bande à Bono. C'est le chef a pu se sauver en Suisse, tous les autres ont été cravatés. Et puis une espèce particulière sont les ratiers. Une des grandes souffrances des soldats, c'est toute la vermine et tout ce qui les empêche de vivre. Imaginez ces gars qui habitent dans des abris sous terre, qui sont humides et qui doivent fréquenter tout un tas de bestiaux insupportables, dont les rats. Les rats n'attaquent pas les vivants. Ils mangent un peu les cadavres, mais ils n'attaquent pas les vivants. Par contre, les soldats qui essayent de dormir et qui sentent des rats se balader
sur leur uniforme, sur leur tête, ça les perturbe beaucoup. Et donc les rats aussi vont bouffer les cuirs. Donc on va utiliser des râtiers, les Anglais vont essayer avec des chats, ce ne sera pas extraordinaire. Alors voilà les compétitions que se livrent les différentes unités, différentes compagnies. Alors on a fait un petit peu le tour de l'utilisation de ces chiens. Quel bilan on peut faire? En environ 100 000 chiens sont utilisés pendant la Grande Guerre. 3 000 côté allemand. Il y a manque à on a 30 000 du côté allemand et 7 000 seront morts sur ces soldats-là, ces chiens-là. 15 000 chiens en France. On sait précisément 5 321 qui ne reviendront pas de la guerre, tout simplement parce qu'on a les registres matricules. Donc ceux-là, on peut les compter. Les chiens sont démobilisés le 21 novembre 1918. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? D'abord, on va les regrouper. On va les faire revenir dans des conditions qui sont parfois effroyables, aux principaux chenils. Et puis après, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Alors, ces gens qui avaient prêté leurs chiens pour la durée de la guerre, s'il était toujours là, ils pouvaient les récupérer. On va distribuer les chiens, souvent les donner à d'anciens combattants ou à des civils, à condition qu'ils signent un document comme quoi ils s'assurent qu'ils s'occuperont correctement du chien, que ce chien ne sera pas malheureux, avec leur nouveau maître. Et puis, il va rester les autres. Soit les autres sont abattus, soit ramenés à la fourrière, ou confiés à des associations de protection animale qui vont chercher à les placer. Mais beaucoup de ces chiens sont perdus ou abandonnés. Et ils errent dans les campagnes complètement à la dérive. Un de ces soldats, il était maître chien, s'est retrouvé sur une route il a été observé par les Allemands qui ont déclenché un tir d'artillerie absolument formidable. La seule possibilité de se mettre à l'abri, c'était les fossés de la route qui n'étaient pas bien profonds. Et quand il s'est couché dans le fossé, il a lâché la laisse, le chien s'est carapaté et il n'est jamais revenu. Donc ça fait partie de ces chiens qui, pour X raisons, se baladent dans la nature. Et après-guerre, il y en avait quand même pas mal. Alors, on a aussi repris une idée qui était d'utiliser ces chiens démobilisés, mais qui avaient été bien entraînés, qui obéissaient pour d'autres tâches. On ne va pas parler des morts et des blessés, on en parlera. Voilà, donc, vous avez ici un vétérinaire qui est en train de soigner un chien blessé à la patte. Et l'autre à côté, c'est mes chiens qui soignent un chien qui a reçu un shrapnel, c'est-à-dire une bille d'acier, dans la patte. Voilà l'équivalent en Allemagne. Et voilà chez les Allemands l'enterrement d'un chien qui a été tué au combat. Et vous voyez donc là le cimetière des chiens. Ça veut dire qu'on aurait pu jeter le cadavre sur le tas de fumier d'à côté, mais au contraire, il y a un respect de ces animaux, puisqu'on a beaucoup joué sur l'affection qu'il pouvait y avoir entre le maître et le chien. Ça marche pas hier? Non. Voilà par exemple un soldat qui a perdu ses 2 jambes. Et donc, il va gagner un peu de mobilité avec un chien qui va le balader sur sa charrette. Et puis les chiens d'aveugles. Un tout petit mot sur les chiens d'aveugles. C'est un soldat qui est devenu aveugle à cause des gaz qui lui ont brûlé les yeux. Lettre adressée au service des chiens de guerre le 2 janvier 1919 par un soldat rendu aveugle par les gaz.
Monsieur le commandant, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai reçu le 24 décembre le chien d'aveugle que j'avais demandé. Il m'a été amené par monsieur Georges-Marie Hervé, dresseur de première classe, au précis Tréville, qui m'a enseigné la matière de mon service, a donné tous les conseils utiles à ce sujet. Je suis très content du petit chat. Il est bien instruit, bien intelligent. Il me rendra de grands services et il se nomme Macabre de Paris. Matricule numéro 1227A. J'ai fait avec lui plusieurs sorties. Il a toujours bien marché. Hier, entre autres, je suis allé à plus d'1 kilomètre de chez nous. Il m'a ramené sans encombre à la maison. Je suis donc heureux de le posséder. Il me donne beaucoup d'indépendance. Je vous prie, mon commandant, d'adresser tous mes remerciements et l'expression de ma profonde reconnaissance. Il s'appelait Raphaël Epau et Chézier-Vanier à Landreville en Vendée. Voilà un petit peu la fin de cette affaire-là. Alors, j'ai vu dans certains ouvrages qu'on avait décoré des chiens. Je n'ai absolument jamais eu la confirmation de cette affaire-là. Il n'y a pas eu de médaille particulière pour les chiens en France. Par contre, je vais vous présenter deux chiens étrangers. Le premier s'appelle Stubby. Alors Stubby, ce qui veut dire trapu, costaud, hein, c'est un petit... Là, c'est un... Comment dire? Un petit dog. Alors Stubby avait été trouvé sur un campus d'université à Yale en 1917 par John Robert Conroy. Alors, il avait trouvé ce chien, il l'avait adopté, et puis quand il part en guerre, eh bien discrètement, il embarque le chien à bord de l'USS Minnesota pour aller en France, pour combattre en France. Alors Stubby va servir pendant 18 mois dans le 102e régiment d'infanterie de la 26e division d'infanterie américaine. Il est responsable de la capture d'un espion dans l'Argonne, ce qui fait qu'il est promu sergent. Voilà ce chien qui est le seul qui a un grade militaire. Voilà le sergent Stubby. Il va participer à 17 batailles, 4 offensives, et il a effectué 18 mois de service. Donc voilà ce chien qui a fait déjà un parcours intéressant. Sa première bataille, 5 février, Chemin des Dames. Le 20 avril 18, à Seicheprey, blessé à la patte avant, par un éclat de grenade. Après avoir survécu à une attaque au gaz, il a été très malade par les gaz. Stubby a appris à prévenir son unité d'attaque imminente au gaz grâce à son flair. Il avait appris ce que c'était que les gaz de combat et il les sentait avant tout le monde. Et donc chaque fois qu'il aboyait, on savait qu'il fallait mettre son masque à gaz. Château-Thierry a été libéré par les troupes américaines et donc les femmes de la ville lui ont fabriqué un petit manteau en chamois sur lequel on a accroché toutes ses médailles. Il a reçu 11 médailles. Et en particulier, la plus haute médaille américaine, qui est le Purple Heart. Et donc, il a eu aussi, de la part de l'armée française, la médaille de Verdun. Il est revenu aux États-Unis. C'est devenu le chien décoré, vraiment, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Quand il défilait dans les rues des villes, il défilait devant les troupes. Et il était extraordinairement applaudi. Et bon, il est mort parce qu'un chien vit moins longtemps que les hommes. Il est mort dans les bras de John Robert Conroy en 1926. Alors ce chien a été empaillé. Son corps est exposé à la Smithsonian Institution de Washington, où il est encore vénéré. Donc voici un héros de la Grande Guerre, américain. Le voilà.
avec son manteau et ses médailles. Et celui-là, ça vous dit quelque chose? C'est Rintintin. C'est Rintintin. Alors, Rintintin a été trouvé par un aviateur américain dans une ferme qui avait été bombardée à Fliret. Et dans cette ferme, il y avait une chienne, Betty, qui avait 5 ou 6 jeunes chiots. Et lui, il a décidé d'en prendre 2, un mâle et une femelle. Donc, vous voyez ces soldats américains en France avec ces 2 chiens. Et il va choisir comme nom Nénette et Rintintin. Alors, sans doute, vous avez déjà entendu parler ou vu, Nénette et Rintintin était une invention qui était attribuée à Francisque Poulbeau. Et c'était des petites poupées de laine qui servaient de porte-bonheur pendant la Grande Guerre. On a continué à en faire longtemps. Et ces petites poupées, donc un garçon et une fille, et parfois un petit bébé qu'on appelait Radadou, va être grande célébrité. On en fait encore, nous, avec les gosses, au musée. Donc, curieusement, c'était Nénette et Rintintin étaient les surnoms affectueux qu'ils se donnaient dans le couple. Sauf que lui appelait sa femme Rintintin et elle l'appelait, lui, Nénette. Un peu curieux. Voilà, donc c'était quelque chose d'important. Ce chien est ramené, ces 2 chiens sont ramenés sur le bateau pour retourner aux États-Unis. Et puis, pas de peau, la petite chienne est morte. Et il n'y a que Rintintin qui est arrivé aux États-Unis. Donc la voilà à droite avec son maître un peu plus tard, un peu déplumé, un peu plus âgé. Et ce chien avait été dressé, quand il était en France, par un prisonnier allemand qui gagnait d'avoir la paix en s'occupant de ses chiens. Et donc ce chien a fait beaucoup de concours. Il était vraiment une très très belle bête. Et puis ce qui s'est passé, c'est assez simple, c'est qu'à un moment, il a été repéré par un type qui faisait des films et qui s'est dit ça pourrait être une vedette intéressante. Donc voilà Rintintin, et vous reconnaissez le petit Rusty qui était à côté. Des films qui, moi, m'ont fait rêver pendant longtemps. Et quand vous en parlez aujourd'hui aux gamins, vous avez l'impression, vous parlez de la planète Mars. Alors, comment s'est finie l'histoire de Rintintin en 2 mots? Eh bien, il a tourné un film qui a été un succès colossal. Et puis, il en a tourné encore, un autre, et encore, et encore. Le problème, c'est que ce chien, il vieillissait et il ne pouvait plus assurer le vedettariat. Mais son maître a été assez malin pour faire des petits à son Rintintin. Le dernier film de Rintintin, c'est Rintintin numéro 12 dans la série des chats. Alors, il est mort, bien sûr, en 1932, si je me trompe. Et son maître a fait quelque chose que je trouve très touchant. Il a repris l'avion avec le cadavre de son chien et il a voulu qu'il soit enterré en France. Donc Rintintin est enterré au cimetière d'Asnières, cimetière des chiens. Et curieusement, je ne suis pas le seul à me souvenir de Rintintin, puisque sa tombe est couverte de fleurs en permanence. Voilà ce que je voulais vous dire sur un mot un peu plus léger que cette histoire militaire.